Aujourd'hui, on va parler de la Nuit des chercheurs. Et oui, parce que ce soir aura lieu la 2e édition qui va se dérouler au Stérolux à Nantes. Avec nous, Jean-Louis Carmenton. Bonjour. Vous êtes le Bonjour. vice-président patrimoine de l'Université de Nantes. J'adore le décalage entre la chemise fleurie et puis les lunettes qui font un petit peu penser à Mac Lesguy. On est vraiment voilà, dans le domaine de la science, dans ce côté décalé. Peut-on imprimer des bâtiments, habiter sous l'eau, vivre dans une ville connectée ou encore robotiser le jardinage? Voilà des questions qui peuvent paraître complètement hors du temps. Et pourtant, voilà une soirée ludique et festive pour découvrir la science autrement. Jean-Louis, le festif et la science, c'est compatible? J'espère bien. Évidemment que c'est compatible. Nous, à l'équipe, autour du président Labou, on a souvent une phrase, c'est celle-ci, c'est se prendre au sérieux, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Au-delà de cette plaisanterie-là, je pense qu'il y a un enjeu très très fort au fait que la science, les sciences, je tiens beaucoup à ce pluriel, peuvent et doivent être partagées et partageables. Et l'idée de pouvoir en faire une fête me paraît absolument essentielle dans la façon dont on peut à la fois faire la fête nous-mêmes autour de quelque chose qui est positif et qui est créateur de sens et de partage, et créer une fête autour de ces enjeux qui sont pour nous des enjeux de vie et de futur. Raison pour lesquelles vous avez décidé de créer cette nuit. Exactement. Pour la 2e fois, nous faisons ce partenariat avec Stéréolux et on s'en félicite pour travailler justement à... Alors le concept de nuit blanche, on le connaît, il a été inventé il y a pas mal de temps, d'ailleurs ici par un Nantais et exporté à Paris et ailleurs. Mais en même temps, ce concept de nuit blanche des chercheurs est tout à fait particulier. C'est parti l'année dernière d'un dispositif qui avait été créé par Patricia Lemarchand et la structure fédérative de recherche en santé. Et l'université a décidé cette année de pérenniser cet événement-là parce que ça avait été un grand succès l'année dernière et on continue comme ça. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse cette Alors, soirée? Quand on va à Stéréolux, on s'adresse bien entendu à un public jeune, jeunes étudiants, jeunes adultes, on va dire 18, 25, 30, 35, quand on prend une moyenne de public. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Autrement dit, bien entendu, et on va avoir un grand succès, on est complet quoi, ce soir. Donc ça c'est vraiment une très très grande satisfaction déjà en amont. Et oui, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse... À partir de quel âge, par exemple? Ce soir, on peut venir enfant. Ceci dit... Enfant, c'est-à-dire 7 ans, 8 ans? Oui, 7-8 ans. Il y aura des ateliers dont on va parler qui peuvent être accessibles à vraiment du tout jeune public. Ceci dit, on est plutôt, évidemment, sur une explication de science et de recherche qui va partir de collégiens. On va avoir une après-midi dédiée aux scolaires cet après-midi, collège-lycée. Puis évidemment, ensuite, tout le public adulte. Justine Dumay, vous faites partie du laboratoire Mère Molécule. En quoi consiste votre métier, pour que les gens comprennent? Alors moi, je vais travailler essentiellement sur la valorisation des algues. Alors, dans un jargon un peu scientifique, c'est les molécules d'intérêt des algues. Pour faire simple, c'est essayer de voir quelle pourrait être l'utilité des algues. Donc leurs composantes? Voilà. Quels vont être leurs intérêts nutritionnels, par exemple, et comment on va pouvoir les utiliser en alimentation. Donc cette soirée va se découper un petit peu en quatre parties. Vous pouvez nous parler notamment de la... comment on appelle ça? De la partie des démonstrations participatives, les Atlantides. Très bien. Alors nous, effectivement, on est dans un atelier qui s'appelle les Atlantides. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comment habiter la mer. Et donc, on va essayer de demander aux visiteurs de se plonger dans l'imaginaire. Et si vous vouliez habiter la mer, qu'est-ce que vous feriez et comment le faire? Et donc, on a deux ateliers participatifs, l'un sur un petit peu un jeu de carton-réponse sur comment imaginez-vous votre vie en mer? Est-ce que ça serait plutôt en mer, sous la mer, sur un engin qui dérive, sur une île naturelle, artificielle? Quel va être le lien avec la Terre? Parce que l'idée de vivre en mer, c'est pas forcément apocalyptique, hein. C'est pas l'idée d'être les naufragés perdus, dérivants, mais il peut y avoir des liens avec la Terre. À quel niveau? Et puis, ce qu'on y fait. Quels sont les loisirs? Comment s'alimenter? Comment trouver notre ressource en énergie? Comment se loger? Donc voilà, c'est tout un tas de questions comme ça autour d'un cheminement, alors très ludique, hein, sous la base de petites questions-réponses. Donc ça, ce sera le premier atelier. Et le deuxième atelier, c'est si on mangeait la mer. Donc évidemment, manger la mer, c'est, on se rend compte du poisson, des coquillages, crustacés, ça c'est assez commun. Et puis, nous, on va forcer un petit peu les gens à aller voir si vous mangez des algues. Donc, on en parle beaucoup en ce moment avec notamment les sushis ou les nouveaux aliments.
Et donc, moi, je vais leur proposer au public de voir si les algues, comment elles peuvent se manger. Alors, crues, ça peut paraître pas forcément On en mange, on en retrouve. Hein, appréciable dans au début et pour que. Et finalement, les algues, il y a beaucoup de goûts différents. Et puis après, d'essayer de voir salé, sucré. Quel est, Donc avec ces ateliers, en fait, vous poussez les scientifiques, qui sont quand même assez cartésiens, à repousser l'imagination par leur créativité. Et le retour, il est comment? C'est ça. Eh ben, c'est tout l'effort de prospective. Ça découle d'un projet, d'un programme régional qu'on a conduit les 4 dernières années, à parler sur les risques liés à la mer, les risques et les enjeux. Et donc là, on se force à essayer d'avoir un regard un peu plus prospectif pour essayer de prendre de l'avance, tout simplement, parce que c'est un petit peu ce qu'on demande à la recherche tout le temps, d'essayer de prendre de l'avance et de commencer à répondre aux questions que le grand public ne se pose pas encore. Justement, l'objectif de cette nuit, c'est de rendre la science plus digeste, notamment avec des immersions artistiques, des chroniques scientifiques. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, l'intérêt de cette démarche, c'est qu'on ouvre le champ des interventions, le champ des types d'interventions de manière extrême. C'est-à-dire qu'on a une conférence, Max Cathedra, et on va jusqu'à du science dating. On va parler de dating. On va parler de dating tout à l'heure. En fait, il y a des chercheurs qui sont... Il n'y a pas de mot simple en français pour expliquer ce que c'est que le science dating. En fait, c'est des chercheurs qui viennent s'adresser à du public en quelques minutes pour expliquer leur démarche scientifique en face à face, en direct. Speed dating scientifique. C'est du speed dating scientifique. Mais c'est pas beaucoup mieux de dire speed dating que science dating. Bien sûr. Et donc, en effet, on est sur un système d'explication qui peut être ludique avec les ateliers, qui peut être du direct et du face-à-face. Et puis vous faites intervenir des comédiens du débat. Également. Et il y a aussi, justement, tout un travail aussi sur des comédiens. Il y a un DJ à la fin, on est à Stéréolux. Il y a un spectacle qui est dédié à vraiment une démarche artistique autour d'une déambulation urbaine, en l'occurrence de Saint-Herblain. Donc il y a cet ensemble-là qui me paraît tout à fait important à manier, de manière à comprendre que la science, c'est effectivement du cartésien, comme vous le disiez, c'est-à-dire de la méthode, mais qu'il n'y a pas de méthode sans imaginaire, et qu'il n'y a pas de scientifique sans imaginaire. Ce n'est pas la méthode qui suffit en science, c'est d'abord l'imaginaire. Myrlène, vous aviez une question? Oui, du coup, vous parlez justement des chercheurs. Comment est-ce comment ils se sont emparés de cet événement, justement? Est-ce que le côté cartésien a tendance à prendre un peu trop la place, ou est-ce qu'ils accueillent vraiment cette initiative? Alors, on verra ce soir. Mais oui, bien entendu, la preuve est présente ici. C'est-à-dire que les chercheurs sont présents. Il y a à peu près 70 collègues qui sont là, de l'université principalement, mais pas que. Donc, c'est aussi un lieu de fédération. Et le fait qu'il y ait une réponse très positive à cet ensemble-là me paraît tout à fait important. On a eu des candidatures spontanées. C'est le principe un petit peu des approches décalées qui fait partie des modules que vous proposez ce soir à la Nuit du chercheur, les approches décalées? Oui. Oui. On n'arrête pas de parler d'approche décalée depuis... je ne sais pas trop comment vous voulez que je réponde à approche décalée, mais effectivement, on décale ce regard-là, y compris dans l'animation auprès des scolaires cet après-midi, et bien entendu ce soir avec l'ensemble des actions diverses. Est-ce que c'est aussi de démocratiser un peu cette image des scientifiques et des chercheurs? Il faut qu'elle soit démocratique. Il ne s'agit pas seulement de démocratiser, il faut être démocrate. C'est un plaisir pour les chercheurs de participer à ce genre d'événement et justement de rendre la science plus digeste, de travailler la science de façon différente. Ouais, je crois que oui. Je crois que l'essentiel de l'enjeu de médiation. Nous, on est producteurs de connaissances. C'est nous qui sommes producteurs de la connaissance à l'université. C'est notre premier métier, c'est de faire de la recherche et d'enseigner. On est les deux à la fois. Et cette recherche de pédagogie, on est sur des réflexions extrêmement puissante aujourd'hui autour de la transition pédagogique, comment on fait mieux passer la pédagogie. Et bien entendu, la culture scientifique et technique est au cœur de ce débat-là. Justine, vous en pensez quoi? Alors moi, je suis pour la médiation scientifique, en fait. Et puis, ce côté, on va vers le public, on va expliquer notre travail au public, parce que déjà, c'est important. On est universitaire, donc on est fonctionnaire, et on appartient en quelque sorte aussi au public et
Et donc, le fait de pouvoir faire cette médiation, cette vulgarisation scientifique. Alors, vulgarisation, c'est Oui, un mot un petit peu... c'est marrant parce que j'allais vous le dire. Que pensez-vous quand on utilise le terme vulgarisation? Nous, on parle de la science. vulgarisation sans gros mots de la science. Et donc, maintenant, on est de plus en plus amené à nous projeter vers le public. On a fait, dans le cadre du programme dont je parlais tout à l'heure, un exercice de vulgarisation qui est accessible sur les plateformes de l'Université de Nantes et qui amène le public à prendre conscience des enjeux de la recherche, parce que là, sur la ville, par exemple, c'est des enjeux de recherche, mais c'est des enjeux citoyens avant tout, et d'essayer de voir que finalement, il n'y a pas de fossé. Rapidement, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire de la recherche? Cette envie de jamais savoir. Enfin, cette volonté de jamais savoir et de toujours chercher. Curiosité, toujours dans une curiosité permanente. Ouais. Jean-Louis, c'est un petit peu pareil pour vous ou... C'est un peu difficile de dire autre chose. Vos lunettes de Mac Lesguy, s'il vous plaît. Vous voulez vraiment mettre mes lunettes? Oui. Bon. Voilà. Alors, Jean-Louis, Comment pourquoi vous me trouvez comme ça? Très bien. Printanier scientifique, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'adore. Oui, mais c'est des lunettes de vieux, donc pour vous regarder tous, j'en ai pas besoin. Je crois que la recherche, c'est effectivement la volonté de comprendre des choses et de partager. Je crois qu'il y a ça. Puis il y a beaucoup de sérendipité, c'est-à-dire qu'on est chercheur aussi, pas tout à fait, pour certains parce qu'ils l'ont décidé tout de suite, mais aussi parce qu'il y a des opportunités de vie et de carrière qui font qu'on s'approche de ça. Mais c'est cette envie de connaître, ouais. Cette envie de connaître et de comprendre. Mais dans votre parcours personnel, le cheminement, vous êtes réveillé un matin, je vais être chercheur. Comment ça s'est passé dans votre tête? Alors, moi, j'ai un parcours famille, un peu particulier parce que je ne suis pas universitaire depuis très très longtemps. Finalement, j'étais au ministère de la Culture avant. Et donc, j'étais aussi dans cette notion de service public par rapport à la fonction publique dont tu parlais à l'instant, fort justement. Toujours penser que le fonctionnaire est là pour le service public. C'est important aussi pour la citoyenneté. C'est des enjeux du jeu. Et le chercheur, bien entendu, est là pour ça. L'appel à la recherche, il se fait petit à petit, d'abord dans les études. Petit à petit, quand on se forme, à l'époque, moi, j'étais pas un master, c'est vu mon grand âge, mais master, doctorat, ça se fait comme ça progressivement. Petit à petit. Jean-Louis Kermenton, vice-président donc patrimoine de l'Université de Nantes. Justine Demey, qui fait partie du laboratoire Mère Molécule. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau nous parler de cette nuit. Voilà, la nuit des chercheurs qui commence ce soir, 20h30. Voilà, un regard scientifique, ludique, artistique, parfois humoristique. Et ça fait du bien. 18h, pardon, au Stéréolux. Et c'est gratuit surtout. Donc, je pense que ça vaut le coup d'apprendre des choses de façon ludique. Moi, j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Et puis, vous nous en donnerez des nouvelles de cette deuxième édition. J'espère bien.